Elsa, bonjour. La France ne fournit pas d'armes à Israël. En revanche, elle fournit des composants nécessaires à sa défense et continuera de le faire. La déclaration du président Emmanuel Macron appelant à ce que l'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza est donc symbolique. Et symboliquement ratée. Car elle prouve un peu plus le manque de ligne claire du chef de l'État sur un sujet qui ne souffre pas les positions erratiques, la lutte contre le terrorisme islamiste. Car c'est de cela qu'il s'agit, du Hamas en Palestine au Hezbollah au Liban, des Houthis du Yémen aux milices chiites d'Irak ou de Syrie. Les ennemis d'Israël sont ceux de toutes les démocraties. En appelant de façon à peine voilée les États-Unis à stopper leur livraison d'armes, à 2 jours du premier anniversaire du pogrom perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, le président français a très mal choisi son moment. Or, le moment, c'est tout en politique. Même si l'on comprend qu'il faille éviter l'escalade, il serait temps que l'armée libanaise, l'ONU ou la FINUL tentent de freiner les ardeurs du Hezbollah. Rendre Israël coupable de se défendre alors même qu'il lutte pour sa survie et afin d'éviter de nouveaux pogroms, c'est oublier les 101 otages encore retenus dans les tunnels du Hamas et plus encore que c'est l'organisation terroriste qui refuse tous les projets d'accord de cessez-le-feu depuis 1 an. Dans la même prise de parole, Emmanuel Macron rappelle qu'il a reconnu le droit d'Israël à se défendre. Oui, mais non, mais oui. Ces circonvolutions arrivent au pire moment. Notre pays, deuxième armurier de la planète, n'hésite pas à vendre pour des milliards d'euros d'armes au Qatar, dont on sait qu'il abrite la direction du Hamas depuis des années. Les limites du « en même temps » sont atteintes et cette déclaration restera comme une faute. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Notre 7 octobre, où il est question du 7 octobre, évidemment, de ce premier et terrible anniversaire. Caroline Fourest fait le bilan d'1 an d'inversion accusatoire, des raisons pour lesquelles ça fonctionne, de ce que ça n'a même pas attendu la riposte israélienne et les morts atroces à Gaza pour fonctionner. Elle raconte ce terme de génocide impropre quand on parle d'une guerre défensive et de survie. Iran-Israël en une de Franc-Tireur cette semaine. Ceci est une guerre, c'est notre titre et qui demande, sous la forme d'un entretien avec le géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Frédéric Ancel, comment parvenir à un cessez-le-feu sans désarmer d'abord les proxys des mollahs. Interrogé par la rédaction, Frédéric Ancel revient sur le rôle majeur de la République islamique d'Iran dans le conflit au Proche-Orient et sur le Hezbollah qui a vampirisé le Liban et déclaré la guerre à Israël dès le 8 octobre 2023. 50 nuances de proportionnel, c'est un article passionnant de Benjamin Morel qui interroge cette possibilité d'un scrutin à la proportionnelle donc dès les prochaines élections législatives, possibilité évoquée par Michel Barnier lui-même. 1 ou 2 tours, national ou local, et surtout, avantage ou pas pour le RN, Benjamin Morel fait le tour de la question. PS, réagir ou mourir, jusqu'où ira le PS dans son alliance mortifère avec LFI afin de s'assurer des sièges aux municipales de 2026? Combien de couleuvres morales le parti d'Olivier Faure sera-t-il d'accord d'avaler à des fins électoralistes? C'est un peu la question qui se pose depuis que le maire socialiste de Montpellier, Michael Delafosse, est pris pour cible par LFI car il défend la laïcité et l'universalisme, ni plus ni moins. C'est un papier de Jérémy Seban. Le Pen, acculé et au culot, c'est un papier de David Medioni et il nous raconte le tour de passe-passe grossier mais culotté auquel s'est livrée Marine Le Pen, mise en cause pour détournement de fonds publics. C'est dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Tour de passe-passe qui consiste à retourner l'accusation contre l'Union européenne, laquelle ne serait pas neutre selon elle et bafouerait les droits de la défense. Marine Le Pen ne nie pas franchement les faits qui lui sont reprochés. Elle nie le fait même que l'on puisse lui reprocher ces faits. C'est osé, c'est RN. Raoult placé en quarantaine dans Franc-Tireur cette semaine également et David Medioni toujours, mais qui nous raconte ici comment les imposteurs finissent forcément par être démasqués et les raisons pour lesquelles le grand promoteur de l'hydroxychloroquine est désormais sous le coup d'une interdiction d'exercer la médecine. Et puis l'UNRWA, l'agence onusienne soupçonnée de collusion avec le Hamas et d'être mêlée aux enlèvements du 7 octobre 2023, elle est en lice pour le Nobel de la paix. Si, ahurissant, scandaleux, farce ou provocation, Yann Barth nous raconte ce que l'on sait de cette idée à pleurer qui nous vient de Norvège.
Le portrait qui fâchera Ouria Boutelja cette semaine, de pire en pire, celle qui écrivit Les Blancs, les Juifs et nous, fondatrice du Parti des indigènes de la République, pousse la gauche radicale vers un indigénisme décolonial anti-juif et pro-Hamas et tend le micro à la gauche du déshonneur dans son podcast Parole d'honneur. C'est signé Yann Barth et c'est à lire absolument. Plein de choses encore dans ce numéro 152 de Franc-Tireur. Le point sur la taxation des plus riches par Benjamin Dard. Ciotti, ce Faust niçois. Le mariage de la déraison, c'est celui de Donald Trump et Elon Musk. L'ancien chef de l'État iranien, Mahmoud Ahmadinejad, il dit tout de l'infiltration du Mossad au sein des services iraniens de lutte contre le Mossad. Et Alexei Navalny, sans doute empoisonné et pas mort des conséquences du difficile climat de l'Arctique russe, comme rapporté par le Kremlin. On s'en doutait, c'est a priori confirmé. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, la conversion, et qui nous parle de ce retournement de Zineb El Razaoui, ancienne collaboratrice de Charlie Hebdo, qui fut l'ennemi juré de l'islamisme avant de devenir, à la faveur du 7 octobre 2023, son allié objectif, allant jusqu'à déclarer qu'elle ne condamne pas le 7 octobre. Comment en est-elle arrivée à regretter de l'avoir fait? Ce sont ses mots. Regretter donc d'avoir condamné la barbarie et l'ignominie terroriste. Comment a-t-elle pu? C'est la question que se pose Raphaël Enthoven cette semaine et qui décrypte, ce faisant, tout le mécanisme de l'inversion accusatoire en marche depuis un an. Voilà, la raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.